Avez-vous une idée de l'empreinte carbone de ce podcast? J'utilise Google Drive pour préparer et stocker les épisodes, Make pour automatiser tout plein de choses. Le fichier audio que vous écoutez en ce moment même est hébergé par un prestataire qui utilise AWS et S3. Cet enregistrement est fait via Zencastr. Les extraits vidéo seront mis sur YouTube, Instagram, TikTok et autres. Et l'appareil que vous utilisez pour l'écouter a statistiquement moins de 2 ans. Mis bout à bout, tout cela a un impact certain. Alors certes, on réduit un peu en faisant cet enregistrement à distance, donc sans le coût de transport. Mais alors, comment avoir une démarche éco-responsable dans la tech? Est-ce à chacun ou à l'entreprise de faire des choses? Et surtout, mon invité et moi-même, allons-nous devoir manger des patates pendant 2 semaines pour compenser? Pour répondre à ces questions de responsabilité, je ne reçois pas Alan Scott, mais il s'y connaît en green. François, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors François, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, bien sûr. Tu me mets la pression déjà sur la notion d'impact. Donc moi, c'est François. Alors j'habite à Nantes. Je suis quelqu'un de passionné par la tech, avant tout. Donc ça, c'est pas très original. Mais une particularité, c'est que moi, j'ai eu une sensibilité particulière à l'impact que j'ai découvert très très tôt. Et particulièrement sur le plan environnemental, on va dire. Et donc du coup, tous mes choix professionnels se sont faits guidés par ces deux passions. Et ça m'a amené au fur et à mesure de mes expériences à évoluer en fait dans l'entrepreneuriat et l'impact. Et donc ce qui m'amène aujourd'hui en tant que CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Good Steps, qu'on a lancé il y a à peu près 1 an maintenant avec mes associés. Et notre mission, c'est de travailler sur l'impact des entreprises, les accompagner en fait à mieux s'y retrouver sur leur impact, le mesurer et surtout s'améliorer en fait. Ouais. Est-ce que du coup, ce fait de se tourner vers l'entrepreneuriat, c'est parce que tu trouvais pas l'entreprise en fait qui prenait suffisamment à cœur ces sujets d'impact, qu'ils soient écologiques ou sociaux, et du coup tu t'es dit mais en fait je ne peux que créer ma boîte pour trouver un environnement, ou au final il y a quand même des entreprises où t'as réussi à trouver on va dire de quoi t'épanouir? Non, je dirais qu'il y a toujours il y a plein d'entreprises en fait qu'on peut trouver dans lesquelles on peut s'épanouir et être bien aligné avec ses valeurs et cette notion d'impact. Moi, ce qui m'a fait dériver vers l'entrepreneuriat, c'est plutôt la volonté d'être un peu plus en prise en fait avec les décisions et avec le cap que j'ai envie de donner à tout ça. Là où en tant que simple entre guillemets développeur, on est amené à subir des fois une stratégie. Et là, effectivement, en tant qu'entrepreneur, on est un peu plus, on est capitaine, quoi. Ouais. Alors, on parle du coup justement de ce rôle de capitaine et de décisionnaire que tu peux avoir sur ces rôles-là. On a bien évidemment une crise écologique qui nous, c'est même plus qu'elle nous pend au nez, c'est-à-dire qu'on est déjà en plein dedans. On parle effectivement des impacts sociaux sur ce podcast. Moi, je parle aussi régulièrement des sujets de diversité, d'inclusion, d'inclusivité et autres. Est-ce que tu vois, tu parles du fait que c'est difficile de trouver une entreprise dans laquelle on va vraiment réussir à être en phase avec les valeurs. Au final, c'est à qui de faire ce travail-là? Est-ce que moi, en tant que dev dans une entreprise lambda, je peux réussir en fait à contribuer à quelque chose, ou c'est forcément aux grands ensembles de bouger les lignes? Non, on a tous notre rôle à jouer en fait. Déjà en tant que juste employé dans la tech, en fait, on peut juste choisir son métier, son entreprise. Ça c'est déjà quand même un point. Enfin, c'est assez rare
souligner quand même, c'est qu'on est avec une, une pression côté job dans la tech qui est telle que on a une grande facilité à trouver du travail. Et donc ça, c'est un luxe. Et donc ce luxe, en fait, on peut l'utiliser pour déjà trouver une entreprise qui est bien alignée avec ses propres valeurs et qui va aussi potentiellement nous donner assez de liberté pour peut-être prendre des initiatives. Nous, on voit pas mal d'ailleurs d'entreprises où ça se passe comme ça, c'est les employés qui prennent un peu le lead sur la notion d'impact et qui viennent former des groupes de travail et qui commencent comme ça finalement. Et à un moment, l'entreprise, au sens la direction, le management, prend conscience que c'est important finalement dans la stratégie de l'entreprise et prennent ce problème à bras le corps. Mais non, on a tous notre rôle à jouer et on a tous une capacité, une liberté d'action en fait finalement. Ouais. Oui, mais tu vois, si je suis dans une entreprise en fait qui n'a pas ces sujets-là à cœur dans sa stratégie ou dans ses guidelines au quotidien, en tant que dev, qu'est-ce que je peux faire qui va ajouter une petite pierre à l'édifice sur ces sujets-là, qu'ils soient environnementaux ou sociaux? Déjà, tout simplement juste se former, comprendre un peu les problématiques et appliquer à son simple travail au quotidien, c'est des choses un peu pragmatiques en fait. On parle d'éco-conception logicielle, on parle de sobriété en fait dans le numérique. Et après, si on veut démultiplier son action, c'est essayer de sensibiliser ses collaborateurs et le reste de l'entreprise. Donc essayer d'embarquer les équipes avec soi. Mais déjà, juste si effectivement on est dans un environnement complètement fermé qui est pas du tout ouvert à ce type d'approche, on peut quand même soi-même appliquer déjà des choses qui auront un impact finalement, parce que en produisant du code, on a un impact aussi. Donc c'est déjà bien d'en prendre conscience, c'est encore mieux d'agir dessus, quoi. Alors, tu penses à quoi, par exemple, qu'est-ce qu'un dev peut faire en éco-conception? Je sais pas, on imagine un dev qui est dans une équipe avec, je sais pas, t'as une centaine de devs, donc t'as une emprise sur le projet au sens global qui est quand même assez minime. Qu'est-ce que je peux faire en tant que jeune développeur pour commencer du coup justement à faire cet impact? Alors, dans l'ordre de grandeur, en fait, ce qui aurait le plus d'impact, paradoxalement, c'est de ne pas développer, c'est-à-dire de remettre en cause un peu le besoin et de se dire, finalement, est-ce que là, la fonctionnalité qui a été qui est dans les specs, dans le cahier des charges, est-ce que c'est quelque chose qui va être utilisé, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vraiment exprimé comme tel, est-ce que c'est un besoin? Et du coup, le fait de ne pas coder, ça permet d'éviter quelque chose qui aura un impact en fait potentiellement, pour alourdir l'appli, donc on parle aussi de data qui vont transiter, ce genre de choses. Alourdir aussi l'interface, donc en termes d'ergonomie, du X, c'est pas forcément très bon. Et donc l'idée, c'est déjà de trouver les fonctionnalités vraiment les essentielles à l'application et de garder que ça en fait. Ouais. Bon, après, comme tu parles du contexte d'un junior, c'est pas forcément quelqu'un qui aura la liberté de faire ça. Et puis en plus, si on est dans une ESN par exemple ou une agence, on n'a pas forcément notre mot à dire par rapport aux clients qu'on a en face de nous. Alors oui, et en même temps, tu vois, ce que tu évoques, le fait de remettre en cause une feature, entre guillemets remettre en cause, mais tu vois, de se dire, ok, mais en fait, on me demande de faire ça, mais c'est pourquoi, quel but, c'est pour servir quel principe, qui peut t'amener effectivement à faire moins de code derrière. Tu vois, moi j'ai envie de dire, un junior qui fait ça dans mon équipe, je trouve que ça a vachement de valeur, en fait, que ça montre que le gars, en fait, il cherche à comprendre ce qu'on lui demande, que tu as quand même une envie de creuser, tu as envie d'avoir une vision plus globale, et que t'es pas juste à littéralement pisser de la ligne de code en faisant exactement ce qu'on te demande sans réfléchir. Donc j'ai envie de dire qu'un junior qui pose ce genre de questions, alors moi je vais peut-être prendre un chemin plus extrême que toi, mais j'ai envie de dire, si quelqu'un m'écoute qui est junior et qu'on l'empêche de poser ce genre de questions, mais clairement faut changer de boîte. T'es clairement dans un environnement où il y a un problème, quoi. Oui, on est assez d'accord. Ouais. Effectivement, après c'est la conception du rôle du développeur en fait. Est-ce que c'est juste produire du code ou est-ce que finalement c'est pas que 30% de son rôle de faire du code et 70%
le reste de son temps, c'est de réfléchir, de faire la conception, de remettre en cause ses besoins, par exemple aussi. Et donc, ce qu'on attend, enfin moi, ce que j'attends d'un développeur, c'est beaucoup plus que juste produire des lignes de code, comme tu dis. Ouais. Quand on parle du coup justement aussi de ce qu'un individu peut faire au sein de sa structure, donc on prend encore cet exemple de quelqu'un qui est dans un environnement où il n'y a pas dans une boîte qui n'a pas ces préoccupations-là. Est-ce que j'aurais plus d'impact en essayant de faire des choses dans ma boîte qui ont une éco-conception, qui ont un impact social bénéfique autour de moi, ou est-ce qu'au final j'aurais plus d'impact sur un aspect privé, d'essayer dans ma vie privée d'avoir peut-être une démarche zéro déchet, de manger moins de viande. Enfin, tu vois, est-ce que je peux, tu vois, je sais pas si ma question est claire. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'aurais plus d'impact en faisant des petits trucs dans une grosse boîte qui ne fait rien, plutôt qu'en faisant en fait de mon côté perso, en m'investissant à droite à gauche? Ouais, c'est assez compliqué, ça va dépendre du contexte à chaque fois. Et on peut très bien travailler sur une application qui va être déployée à l'échelle internationale et sur des millions de personnes, et une toute petite modification aura un impact très fort finalement si on essaie de mesurer tout ça. Et des fois, on va travailler sur des projets qui seront jamais utilisés, ou en tout cas avec un impact tellement faible que finalement autant devenir végétarien, effectivement, ça aura plus d'impact. Après, en fait, j'ai même pas envie de poser la question comme ça. C'est que privé versus pro, en fait, c'est une question d'alignement. Justement, c'est en général, on part plutôt de ses convictions personnelles. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mouvement de fond qui est de se dire, on prend conscience en fait qu'il y a des choses à faire quand même. Et on s'informe, et effectivement, on vient consommer moins de viande, ce genre de choses. Et ça, finalement, dans ces démarches-là, après, on vient remettre en cause un peu le sens de son métier, en fait. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On passe 8 heures par jour à développer. En l'occurrence, si on est développeur, on a peut-être envie d'être aligné un peu plus avec ce qu'on fait au quotidien, côté perso, quoi. Ouais. Donc toi, de ce que tu sens, il y a quand même c'est encore un mouvement de fond qui reste donc, je vais pas dire imperceptible, mais qui est quand même encore un peu caché, où il y a quand même une vraie vague qui est en train de se lancer avec d'un impact quand même de plus en plus important. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a un côté très subjectif à essayer de capter ce mouvement de fond de manière très concrète. En fait, nous, on le ressent plutôt à côté Good Steps, en fait, à voir un peu comment les entreprises réagissent de manière proactive à ça. Et on voit quand même un mouvement qui se détache de prise de conscience sur le plan environnemental et sur le plan aussi social par rapport au bien-être, par exemple, des collaborateurs. C'est deux grands sujets qui sont assez récurrents, et de voir ces signaux-là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. De là, le mesurer, de dire est-ce que c'est vraiment quelque chose de brutal, ou est-ce que on est sur les prémices en fait de quelque chose qui est encore plus fort. Là, c'est vrai que j'y arriverai pas trop à te répondre. Ouais. Mais du coup, dans ce mouvement aussi qui prend de plus en plus d'ampleur, en tout cas de ce que moi je perçois aussi. Alors c'est peut-être ces phénomènes d'echo chamber qu'on évoque régulièrement. Peut-être qu'en fait moi j'en vois plus parce qu'en fait je m'y intéresse de plus en plus. Ouais. Mais on voit quand même beaucoup de certifications professionnelles apparaître, que ce soit peut-être des échelles plus ou moins importantes. Moi je pense notamment à B Corp, qui est un truc sur lequel je travaille en ce moment chez Cosa Vostra. Est-ce que tu vois, moi, si je rapproche l'histoire des certifications sur un aspect plus individuel et plus pro, toutes les certifs Scrum, PHP, toutes les certifs que tu peux passer sur un aspect technique, moi j'ai tendance à dire que parfois ça n'a pas tant de valeur que ça. C'est quand même beaucoup en fait, tu vois, moi je crois pas tant que ça aux certifications sur un aspect pro. La formation, ça apporte beaucoup. Quand je vois des gens qui sont bardés de certifs, pour moi c'est pas forcément bon signe. Quand j'en vois quelques-unes, très bien, mais quand j'en vois trop, je trouve que c'est peut-être un petit peu too much. Est-ce que c'est la même chose avec toutes ces certifications environnementales, sociétales et compagnie? Est-ce qu'il y a un côté un peu marketing, parfois un peu creux? Ça peut arriver. Après, nous, en tout cas, on n'est pas forcément lié déjà à un label en particulier. Tu as parlé de B Corp, côté RSE, on va avoir Lucie, on peut avoir du côté Fairtrade aussi. Enfin, il y a plein de choses qui existent en termes d'impact. Côté labellisation, c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver.
Ce qui est dangereux, c'est de considérer que c'est une finalité, en fait, se dire, ok, mon but pour moi, c'est d'avoir une certification, et dans ce cas-là, c'est un peu biaisé, en fait, parce que on va essayer juste de remplir les cases, voire d'acheter un label, en fait, et finalement, on n'aura pas forcément fait ce travail de transformation qui est nécessaire, en fait. Donc, les labels certification ont un mérite qui est clair, c'est quand même de se mettre normalement en position, en fait, de comprendre quel est notre impact, par exemple, et d'aller travailler dessus. Mais il faut pas s'arrêter là, en fait. Si on passe B Corp, c'est bien, mais il y a une suite, en fait. Alors B Corp fait les choses bien parce que ils ont déjà prévu cette suite-là, et il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Donc effectivement, afficher un label, c'est bien, mais c'est pas ça qui va traduire non plus tous les efforts qu'on a fait aussi. Et c'est pas forcément suffisant non plus, en fait. On peut très bien avoir des boîtes qui ont pas forcément beaucoup de labels. Comme tu fais par exemple la comparaison avec PHP, etc. En fait, on va trouver des très bons développeurs qui ont aucune certification à montrer, et d'autres qui seront relativement moyens et qui auront beaucoup de certifications. Ouais. Oui, donc c'est pas un gage de qualité, ni forcément un gage de marketing particulier, en fait. Il y a quand même un niveau minimum atteint, c'est-à-dire que par exemple, si on reste sur l'exemple de B Corp, on a quand même pas mal de choses à travailler avant d'obtenir B Corp. Donc disons que ça montre quand même ça prouve un certain niveau. Et ça déjà c'est pas rien, en fait, hein, faut pas nier. Mais voilà, c'est juste un niveau. Alors par rapport à ce niveau-là, finalement, est-ce que tu fais vraiment beaucoup plus ou pas? C'est pas forcément les labels qui vont montrer tout ça, quoi. Ouais. Tu parlais aussi tout à l'heure du fait qu'en tant que dev, on a quand même on a la chance d'être dans un marché qui est très demandeur pour nous. Donc on a un luxe, effectivement, comme tu le disais, de pouvoir choisir une entreprise qui correspond à nos valeurs. Et c'est vrai qu'il y a une vraie tendance de fond de vouloir de permettre aux gens d'essayer de travailler sur quelque chose qui ont du sens pour eux, d'adhérer à un ensemble de valeurs. Ce serait quoi, toi, ton conseil pour, en se focalisant d'abord sur l'aspect candidat, on va dire, pour séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit, et pouvoir identifier en fait les entreprises qui te vendent plus ou moins du rêve, et que c'est vraiment du branding plus qu'autre chose, et en fait ça se traduit par rien de l'autre côté, versus ceux qui en fait ont un vrai impact et un vrai souci de ces choses-là. Faut être assez pragmatique, en fait. Faut aller voir peut-être qu'est-ce qui se fait très concrètement, en fait, et passer au-delà juste de la simple communication sur un site vitrine, par exemple, qui va dire ok, on fait ça et il y a des belles photos. L'idée, c'est peut-être d'aller un peu derrière ça et de creuser pour comprendre très concrètement, justement, est-ce que vous avez une organisation, des groupes de travail, en fait, sur l'impact en interne. Est-ce que vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes identifiées responsables RSE, par exemple? Là, ça veut dire que déjà, il y a quand même une certaine maturité, en fait, qui a été dépassée, et qu'il y a aussi des moyens qui ont été mis en œuvre pour faire en sorte que cet impact il soit un minimum mesuré, et normalement avec une stratégie d'amélioration, quoi. Ouais, je vois. Et alors du coup, vous avec Goodstep, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de Goodstep, depuis quand ça existe, et comment est-ce que vous approchez ce genre de sujet? Alors Goodstep, ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe, et après, de manière assez pragmatique, ça fait depuis le début de l'année qu'on commercialise, en fait, notre offre. On a une approche assez hybride, en fait, qui est à la fois une plateforme web, en fait, SaaS, qui va permettre de servir de support pour à la fois diagnostiquer, en fait, donc vraiment faire l'état des lieux de ton entreprise en termes d'impact. Ensuite, on va aller passer dans une phase un peu plus de planification, identifier quelles sont les actions, en fait, à mettre en œuvre chez toi. Et ensuite, on va passer dans une phase d'action, en fait. On réalise ces actions-là, et surtout, on va les mesurer pour communiquer potentiellement un progrès que tu as pu faire. Et on va itérer, en fait, constamment sur ces 3 étapes-là. Donc là, c'est vraiment la plateforme qui va matérialiser finalement tout ton impact, toute ta RSE.
Et si je dis hybride, c'est parce qu'on a aussi un coach en fait qui est là. On appelle ça un coach et pas un consultant RSE parce que c'est plutôt quelqu'un qui va un peu comme un coach sportif en fait, qui va essayer de t'entraîner euh, pour travailler sur ton impact en fait et donner une cadence à tout ça. Là où une approche un peu traditionnelle des fois, c'est de faire intervenir un consultant en mode mission, juste voilà pendant 4 mois. On a un diagnostic final et on s'arrête là. Nous, l'idée c'est plutôt de rendre tout ça opérationnel et que ce soit du quotidien finalement la gestion de l'impact. Ouais. Et alors du coup, dans ces, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets quand on parle d'impact. Tu vois, on a survolé les aspects impact écologique, il y a les impacts sociétaux, il y a tous les sujets de diversité, d'inclusivité, d'accessibilité. C'est quoi aujourd'hui la majeure en fait sur l'ensemble des clients ou dans le spectre de toi tout ce que tu vois? Il y a un focus qui est plutôt fait sur l'écologie ou ça se diversifie, on va dire? Ouais, je sais pas s'il y a vraiment une grande tendance. Là, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de la partie environnement et sociale interne, c'est-à-dire bien-être au travail. C'est de grandes tendances assez récurrentes. Je sais pas s'il y en a une qui est plus forte que l'autre. Ça va aussi dépendre des secteurs, en fait, à certains moments. Euh, c'est vrai que nous, on est pas mal en relation, par exemple, avec des boîtes dans la tech, justement, parce que c'est aussi un peu de là d'où on vient. Et donc, les boîtes dans la tech vont avoir tendance à vouloir chercher à mesurer leur impact environnemental, en fait, donc tout ce qui est Green IT et numérique responsable aussi. Donc on va avoir ces tendances-là dans ce secteur précis de la tech. Dans des secteurs peut-être un peu différents, type industrie, on va peut-être être sur des problématiques un peu différentes, où des fois, par exemple, on a des problématiques de turnover en fait assez fortes. Dans la tech aussi, ça peut arriver, hein, mais donc la notion de rétention finalement de ces employés fait qu'on a mécaniquement envie de travailler sur le bien-être de ses collaborateurs au travail. Mais il n'y a pas forcément un sujet en fait qui se détache vraiment du lot. J'ai envie de dire tous sont importants, mais les enjeux sont différents en fonction de chaque taille de boîte, chaque secteur d'activité. Enfin, il y a plein de critères, quoi. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas un sujet prioritaire par rapport à d'autres. En fait, c'est que tous ces sujets-là sont pris en ligne de compte de manière à peu près équivalente, à peu près égale, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, bon, quand on vient identifier pour chaque entreprise, on se rend compte du coup que il y en a un qui est peut-être prédominant et qui finalement occulte un peu le reste. Et notre boulot, justement, c'est aussi des fois de dire, bah, ok, vous avez fait un bilan carbone, vous avez travaillé sur votre impact environnemental, c'est top, c'est déjà super. Mais n'oubliez pas le social interne, par exemple vos employés. N'oubliez pas le social externe aussi, la notion de solidarité, d'inclusion, comme on a parlé. La notion de gouvernance aussi, avec bah, justement ces différents labels, certifications, comment est-ce qu'on communique et on s'organise autour de tout ça. Donc on a toujours naturellement un sujet qui souvent prédomine en fait. Et nous, notre boulot, ça va être aussi de rééquilibrer peut-être un peu les forces, ou en tout cas d'avancer en maturité sur chacun des axes en fait. Ouais. Ces tendances-là de prise de conscience et d'envie que les salariés puissent adhérer à des valeurs et à un idéal, on va dire, de l'entreprise. Pour toi, ça vient d'où? Parce que tu vois, on parle beaucoup du fait que le Covid a permis un ensemble de prise de conscience, notamment sur le télétravail, sur une répartition vie pro, vie perso peut-être plus équilibrée. On parle aussi d'Uber et de l'ubérisation des jobs qui a amené une certaine un élan vers le freelance et compagnie. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'encore plus ancien? Est-ce que il y a une vraie histoire de génération aussi? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu expliques le fait que ce phénomène devient de plus en plus présent aujourd'hui? Tu veux dire en particulier de prendre soin de ses collaborateurs Mais même de manière générale, enfin, tu vois, parce que on voit de plus en plus de gens dire, bah, moi, je vais pas travailler pour telle boîte parce que ils font rien pour l'écologie, ou ils font rien sur l'aspect social, ou ils ont des pratiques
qu'elle génère pas pour des raisons X ou Y. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans, tu vois, on n'était pas sur le même sujet. Ouais. Qu'est-ce qui a amené cette prise de conscience des individus et cette volonté de ne plus avoir ce côté hyper détaché, hyper productiviste du taf? Ouais, bah, c'est vrai que c'est une question presque philosophique, j'ai envie de dire, ou politique peut-être, mais ça vient peut-être effectivement d'un changement de la perception de la valeur du travail en fait au sein de la société. Donc, comme tout mouvement de ce type-là, en fait, ça se fait par étapes. Il y a des effets de seuil en fait qui sont atteints. Donc, typiquement, le Covid, ça fait franchir des caps qui sont assez importants en fait. Tu as parlé du télétravail, c'est clair que ça a été assez brutal en fait pour certains en passant tous en mode confiné, tous chez soi. Même dans la tech, hein, quand on est habitué à être derrière un écran et que c'est aussi un peu notre culture à certains moments, ça n'a pas été évident. Mais du coup, c'est des moments comme ça en fait un peu critiques où il y a des prises de conscience, des moments de recul en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup. Si on revient à cette période de confinement, qui ont pas mal réfléchi justement à c'est quoi mon métier finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire et donc comme tu dis, après il y a le côté aussi indépendant qui est une grosse tendance de fond, alors beaucoup dans la tech en plus et dans d'autres secteurs, mais et donc du coup j'ai l'impression qu'on se dirige vers une certaine liberté en fait je veux choisir mon métier et le pratiquer à ma manière en fait, et qu'il soit bien aligné avec mes valeurs et avec mon projet de vie. Là où avant, dans l'ancien monde, on était plutôt à subir en fait, et à se dire il faut que je sois salarié et je deviens, je suis un peu à la merci en fait et des ordres un peu descendants. Ouais, je brasse un peu de beaucoup de sujets quand je dis ça, parce que après il y a aussi une notion de structure horizontale ou pyramidale en fait dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle finalement, quoi. Donc, mais en tout cas le constat est le même, c'est que effectivement il y a de plus en plus ça pousse pas mal vers le bas en fait les employés vont avoir de plus en plus vont exprimer de plus en plus de besoins ou de contraintes par rapport à ce que imagine être leur idéal de travail, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu as évoqué au final très rapidement, mais tu vois, tu parlais d'organisation pyramidale versus horizontale, du fait que on parle de structures qui sont parfois un peu peut-être très descendantes. Est-ce que ça veut dire que quand tu commences à rentrer dans une démarche éco-responsable ou une entreprise à impact positif sur le monde qui t'entoure, quels que soient les sujets que tu veux, t'as quand même aussi un peu une nécessité de te structurer différemment d'une entreprise classique? Ouais, alors, c'est vrai que c'est deux sujets qui paraissent a priori comme ça un peu séparés, mais finalement de chercher à travailler sur son impact, voire même à avoir un impact positif sur la société, on comprend assez vite que si on est tout seul à essayer de gérer ça dans son coin, sans embarquer ses collaborateurs par exemple, ça devient compliqué. Et finalement, c'est vrai que l'organisation de l'entreprise a un grand rôle à jouer sur l'effet de levier qu'on peut avoir, quoi. Donc, effectivement, c'est deux sujets un peu différents, mais finalement, quand on cherche à travailler sur son impact, on se retrouve aussi à travailler sur son organisation, finalement. Ok. Alors, du coup, pour revenir à ton rôle, toi, de CTO sur Good Steps, est-ce que du coup, les outils que tu mets à disposition, est-ce qu'au final, c'est uniquement des outils, on va dire, de plus ou moins de sondage, c'est-à-dire que du coup, dans un ensemble de questions, tu donnes des réponses et tu navigues là-dedans, ou tu as aussi un système plus ou moins de dashboard qui va se connecter à droite à gauche et qui va remonter les indicateurs de lui-même et donner des pistes un peu de réflexion ou en tout cas des indicateurs à travailler? C'est tout ça. Il y a aussi d'autres choses, hein, d'ailleurs, mais effectivement, il y a une notion de sondage, en fait, d'aller chercher l'information sur le terrain, comprendre un peu c'est quoi l'état d'esprit de tes équipes, ou même très concrètement combien de
de kilos de déchets que vous avez jetés la semaine dernière. Tout ça, c'est des informations à capter et qu'on peut capter des fois de manière automatique, mais c'est quand même beaucoup basé sur des sondages déclaratifs. Et ça fait partie de briques collaboratives en fait. Tout ça, c'est d'aller faire participer aussi les collaborateurs, de se dire l'impact, ça ne va pas être géré que par une personne dans l'entreprise. Donc, tout le monde doit en fait apporter un peu sa pierre. Donc c'est pour ça que nous on structure en fait notre plateforme autour d'une notion clé qui est le plan d'action. Et un plan d'action pour nous en fait c'est des experts qui rédigent pour nous tous ces plans et c'est une liste en fait d'étapes à réaliser dans l'ordre ou pas et qui te permettent à la fin de dire là par exemple le covoiturage dans mon entreprise est bien mis en œuvre et bien pratiqué et je suis capable de le mesurer et de le prouver. Donc tout ça forcément ça passe par des briques collaboratives en fait. Okay. Donc le sondage, les notions d'équipe, de commentaires, un peu tout ça. Et puis la finale, enfin, je dirais pas que c'est la finalité, mais en tout cas une des conséquences de mise en œuvre d'un plan d'action, c'est de pouvoir prouver, de mesurer et montrer le gain finalement. Et donc t'as parlé d'une notion de dashboard, c'est exactement ça en fait, c'est de faire remonter de manière assez synthétique comment est géré l'impact dans l'entreprise et surtout d'où on part, où est-ce qu'on va. Ouais. Et est-ce qu'on est à un état d'avancement sur ces sujets qui est encore trop jeune et pas assez mature pour avoir suffisamment d'automatisation et pouvoir du coup travailler sur ces sujets-là de manière quasi autonome? Alors, ouais, la question de l'autonomie, elle est compliquée parce que c'est vrai qu'on travaille nous au quotidien là-dessus. C'est quel compromis on fait en fait, quel degré de liberté on donne aux utilisateurs pour qu'ils puissent faire eux-mêmes des choses parce que des fois c'est à eux de le faire et puis il y a que eux finalement qui ont cette valeur ajoutée. Ou qu'est-ce que nous finalement on permet de faire via nos coachs par exemple. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à une automatisation totale en fait. Je sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs. Hein, l'idée c'est peut-être quand même que certains experts en fait de certains secteurs puissent venir apporter leurs compétences et leur expérience. Mais après, tu vois, on peut imaginer qu'à mesure que ces sujets-là maturent, on va dire, dans la société, que ça devienne suffisamment utilisé et présent partout, ça pourrait permettre petit à petit d'avoir en fait des choses qui sont automatiques. Je sais pas, tu vois, si demain un AWS ou GCP ou autre proposer des indicateurs qui te donnent clairement l'impact de la consommation que tu as chez eux, tu vois, tu pourrais du coup déjà avoir, mettre en corrélation avec, je sais pas, le nombre de salariés que tu as, enfin, tu vois, ouais, complètement, et commencer à brancher des briques. Ça commence à être le cas hein, côté AWS, côté Google plateforme aussi, on commence à avoir des indicateurs remontés par ces plateformes. Après, on peut discuter de la fiabilité de tout ça, hein, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, c'est des sujets qui commencent à arriver. Et de manière un peu plus générale, en fait, tout ce qui est comptabilité carbone, en fait, ça, c'est quelque chose qui commence à être assez bien avancé, en fait. On a des choses semi-automatisées, il y a des solutions qui permettent aussi de se brancher sur des comptes bancaires pour voir un peu l'impact qu'on peut avoir. Même les compagnies aériennes, enfin, tout ce qui est transport, on a cette obligation en fait d'aller chercher, d'aller publier les kilos de CO2 que tu as pu émettre par exemple. Tout ça, là, on commence à pouvoir bien l'automatiser. Ouais. Du point de vue un peu plus social, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Si on parle de bien-être au travail, il y a la notion de INPS par exemple, qui est un indicateur clé en fait de savoir comment est-ce que les employés sont heureux de venir au travail. La notion d'index de parité, par exemple, ça c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte, mais qui sont pas forcément faciles à automatiser. Donc voilà, on y arrive au fur et à mesure. Il y a des automatisations qui se mettent en place. Après, faut pas. Il y a deux paliers en fait. Enfin, il y a des paliers à franchir. Si on travaille en fait juste sur des sujets un peu superficiels, j'ai parlé de recyclage par exemple ou de covoiturage, c'est des sujets qui sont super importants en fait. Hein.
Mais c'est pas forcément ça qui va transformer l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire que l'entreprise aura travaillé sur son impact, mais on aura fait qu'une partie du travail en fait quand on a fait ça. Il faut nécessairement commencer par là, mais après il faut essayer de travailler un peu plus sur la raison d'être de l'entreprise, sur comment est-ce qu'elle peut elle-même se transformer ou transformer son activité pour faire en sorte que l'impact il soit pris en compte, mais dans la nature même de l'entreprise, quoi. Est-ce que du coup il y a des j'ai envie de dire des business models ou des produits ou des entreprises qui ne pourront au final jamais passer sur ces principes-là. Et tu vois, est-ce que pour simplifier la question, pour grossir le trait plutôt, est-ce qu'il y a une entreprise qui ne pourrait jamais être Bicorp? Ouais, c'est une question qui est à la fois délicate et en même temps un peu claire, quoi. En fait, on peut pas. C'est clair qu'il y a des entreprises dont la raison d'être, en fait, la nature même est quand même assez loin d'une notion de comment est-ce que je peux construire un monde meilleur avec un peu plus de sobriété et des gens qui sont en meilleure santé, par exemple. Je vais citer aucune entreprise là-dedans parce que c'est pas le but, mais on peut imaginer quand même quelques grosses entreprises bien connues et qui effectivement je dirais pas que sont l'antithèse de l'impact, d'améliorer son impact, mais quand même facilite pas les choses, quoi. Parce Donc, que en fait, oui, la réponse à ta question c'est un peu oui, quoi. C'est finalement. Parce qu'il y a, bon, c'était il y a longtemps, mais j'avais commencé à regarder il y a longtemps les histoires de compensation de, je sais plus, j'avais vu ça, je crois que c'est sur des compagnies aériennes, quand tu réserves un voyage, ils te proposent des trucs pour compenser les émissions en CO2 que tu fais avec ton voyage. Je me suis dit, ah, c'est cool, c'est intéressant, et du coup, j'allais voir ce que c'était, et en fait, c'est juste que tu rajoutes une contribution à ton voyage qui va aller vers des associations où du coup tu compenses un impact environnemental en général par un impact social, mais du coup tu ne réduis pas, enfin tu réduis pas ton impact. C'est une question, tu fais un peu une espèce de grande balance de l'univers où tu te dis bah en fait au final ça va s'équilibrer, mais au final en fait ça s'équilibre pas parce qu'en fait tu continues quoi qu'il arrive à polluer d'un côté, c'est juste que tu vas faire en sorte que des gens vont mieux vivre peut-être de l'autre. Est-ce que ce genre de principe ça a changé ou est-ce que au final c'est toujours un peu le même fonctionnement? Ah non seulement ça n'a pas changé, mais j'ai l'impression qu'en termes de communication, enfin, là on en voit beaucoup hein, qui s'engouffrent un peu dans ce côté, on pourrait appeler ça du greenwashing, quoi. C'est comment est-ce que tu peux essayer d'alléger un peu ta conscience en disant tiens effectivement t'as compensé, et donc on se retrouve à avoir des choses complètement absurdes comme ton litre d'essence en fait il est neutre en carbone, quoi. En fait, ça n'a pas de sens de dire ça, mais finalement, on en arrive à des absurdités pareilles. Tout comme l'avion, tout comme plein d'entreprises qui utilisent ces leviers-là, d'essayer de dire, finalement, ce que tu as fait n'a aucun impact sur l'environnement, sur la planète, alors que c'est totalement faux. Dans les impacts que je recommande, que j'essaie de recommander en tout cas souvent à des développeurs, c'est de faire en sorte que à minima leur code soit compatible avec des vieilles machines, pour au moins limiter l'obligation de mise à jour de leurs clients, que t'aies pas besoin d'avoir un truc hyper moderne. Est-ce que c'est quelque chose qui a réellement de l'impact au final, ou est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes qui peuvent être faites par un dev? Ouais, ça a clairement beaucoup d'impact. En fait, ce qui a le plus d'impact dans la notion numérique, c'est le matériel, en fait. Et donc, du coup, de ne pas avoir à remplacer du matériel obsolète, et donc faire en sorte que la durée de vie des appareils soit plus longue. Mais en fait, le matériel en soi, il sert à rien. C'est juste qu'un support pour faire tourner du logiciel. Et donc, effectivement, si c'est obsolète, c'est parce que le logiciel pousse ce matériel à être obsolète, parce qu'il va consommer plus de mémoire, parce qu'il y a des versions, comme tu dis, qui sont par des montées en version qui sont plus assurées. Et ça, on a des cas quand même assez récurrents, quoi, avec des OS type Apple, Windows. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et donc, effectivement, un développeur peut avoir déjà un impact assez fort en faisant en sorte que son logiciel, en fait, son code, il soit compatible avec le maximum d'appareils, y compris les vieilles versions d'OS, par exemple, des navigateurs.
Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien, que du coup peut-être d'autres personnes qui écoutent ce podcast pourraient du coup utiliser pour mesurer ou améliorer leur impact, qu'il soit environnemental ou sociétal? Est-ce qu'il y a des outils qui sont à dispo qu'on peut retrouver et utiliser? L'outillage, il est pas si évident que ça parce que du coup si on parle d'outillage pour mesurer en fait, la mesure en tant que telle, elle est pas si évidente que ça. Les protocoles sont un peu compliqués et il faut aussi se rendre compte bah, une fois qu'on est rendu en fait à mesurer l'impact de son code sur le poste client par exemple, en fait, c'est qu'on a déjà fait tout un travail en amont qui est assez important et que du coup on s'attaque à quelque chose qui est important mais qui a peut-être moins en ordre de grandeur qui est un peu plus faible, quoi. Après, je connais des outils. Donc, il y a par exemple GreenSpector qui fait un très bon travail là-dessus, qui est une boîte nantaise et qui fait un travail super intéressant de comment est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact d'une application en fait. Et ils le font aussi côté mobile, sur des applis de visioconférence, des choses comme ça. Mais c'est des protocoles en fait qui sont pas vraiment standards, c'est-à-dire qu'on est obligé quand même à un moment donné de poser sa méthodologie et d'arriver à mesurer tant bien que mal l'impact client et aussi l'impact serveur qui peut être qui est pas négligé en tout cas. Donc voilà, j'en ai cité un qui me vient en tête comme ça, mais là très concrètement après j'ai un peu tous les outils finalement de mesure de performance parce que même si la performance n'est pas la réduction d'énergie, ça y participe quand même en général. Et donc, plus une application est performante, plus elle est sobre en fait en termes de consommation, et mieux c'est, quoi. Et l'impact sociétal, en fait, c'est quelque chose qui est pas outillable, on va dire aujourd'hui. Ça reste quelque chose de très. C'est pas que c'est impalpable, mais c'est que tu peux pas avoir un indicateur précis qui te dit, bah là, on est à 80%, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais, c'est pas évident, ouais. Ça me fait penser à une conférence où j'ai vu il y a pas longtemps une démonstration d'une personne qui a une déficience visuelle en fait et qui faisait la démonstration de lui en tant qu'aveugle en fait, comment est-ce qu'il voit entre guillemets un site web. Et donc la notion d'accessibilité en fait, elle est super importante. C'est un sujet qui est loin d'être nouveau et il y a des normes en fait pour ça qui existent depuis longtemps. Et ça, c'est pas automatisable, quoi, parce qu'on se rend compte que finalement, par exemple, sur une balise image, normalement, on a l'attribut alt en fait qui va permettre de décrire en fait ce qu'il y a dans l'image en fait. C'est-à-dire que pour les déficients visuels, ils seront en capacité de comprendre le contenu de l'image sans pouvoir la voir pour autant. Du coup, le contenu de cet attribut en fait, il est très subjectif, quoi. C'est-à-dire que des fois, on pourra ne rien mettre parce que c'est une image d'illustration. Et des fois, on aura pas mal de textes techniques à écrire parce que le contenu est un graphique et qu'il y a beaucoup de choses à écrire dedans. Et en fait, une machine ne va pas être capable de faire la différence entre les deux, quoi. Donc ça, c'est pas automatisable en l'occurrence. Ouais. Et sur l'impact sociétal, t'as beaucoup parlé du coup du bonheur au travail. Est-ce que pour toi, la première étape du coup de cet impact social, il a avant tout à faire en interne avant de s'intéresser à l'impact sociétal qui peut y avoir autour de l'entreprise? En tout cas, j'ai envie de dire c'est un réflexe naturel en fait dans une entreprise que d'abord de s'intéresser à ses propres collaborateurs avant de penser à ouvrir en fait son champ d'action. Donc ça me paraît effectivement plutôt un cheminement assez logique en fait de se dire bon, je vais d'abord essayer de travailler là-dessus, mais on n'a jamais vraiment fini en fait. C'est-à-dire que on peut pas dire séquentiellement, ok, maintenant les employés sont contents au travail, donc je vais travailler sur le côté un peu externe en fait. Finalement, prendre soin de ses collaborateurs et à un moment donné, il y a naturellement va arriver le sujet de et nous qu'est-ce qu'on peut faire en fait en dehors de notre entreprise et tout simplement par exemple les fournisseurs, faire en sorte que les fournisseurs directs de son entreprise, si en plus on est par exemple une industrie, on va peut-être faire en sorte que justement ces travailleurs en fait ils soient bien traités en fait tout simplement. Oui, donc c'est commencer par s'assurer, enfin, au bout d'un moment, quand tu te tournes à l'extérieur, c'est s'assurer que tes prestataires
sont sur le même alignement que toi, en fait. C'est ça, c'est que ça se, Ouais, par exemple, ouais. Ouais. ça C'est-à-dire que le niveau de rigueur en fait que tu t'imposes, bah tu vas dire bah finalement on n'est pas tout seul quoi sur Terre, on n'est pas les seules entreprises et du coup on a envie que cette rigueur-là en fait elle puisse s'appliquer un peu à tous. Quand je dis rigueur, bah, c'est plutôt justement faire en sorte que les employés soient bien considérés quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on inclut dans cette notion d'impact social? Impact environnemental, je vois assez bien. On va parler grosso modo, on va parler de bilan carbone à peu de choses près, en grossissant le trait, mais du coup, dans l'impact social, qu'est-ce qu'on inclut aujourd'hui? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a la notion de juste soit personnellement en fait déjà par exemple les développeurs connaissent bien le sujet, la sédentarité au travail. Là, on est sur un sujet purement social. Comment faire en sorte que les employés qui sont en télétravail, par exemple, la plupart du temps, bah, continuent à avoir une activité en fait, ou une bonne posture, l'ergonomie de son poste de travail, ce genre de choses. Là, on touche vraiment la notion de santé en fait de ses collaborateurs. Après, on peut parler aussi de notions un peu moins rigolotes de violence en fait, potentiellement au sein même des structures d'entreprise quoi. Et donc de violence vraiment je sais pas de harcèlement par exemple, des choses comme ça. On peut parler aussi de comment est-ce qu'on recrute finalement et le côté comment est-ce que l'inclusion et la diversité est accueillie au sein de son entreprise. Est-ce que on a que des gens qui sont tous dans la même tranche d'âge et qui sont issus, j'ai envie de dire, d'un même milieu social, ou est-ce que on est ouvert à plus de diversité, ce qui apporte en général aussi à plus de bien-être au travail finalement. Donc voilà, ça fait partie entre autres des sujets qui touchent le social. Ouais. Et quand on parle aussi d'impact sur la société, donc c'est je sais pas, donc ça peut du coup participer à des associations, enfin faire en sorte qu'en tout cas son environnement, tu parlais des prestataires tout à l'heure, mais je crois que ça peut aussi aller plus loin. Ouais. C'est que la ville dans laquelle t'es se porte mieux, que est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'impact social, ou l'impact sociétal, c'est, enfin si tant est que ce soit un mot, est-ce que c'est encore autre chose? Oui, l'impact sociétal, en fait, c'est-à-dire qu'on va toucher pas seulement des humains en particulier, mais plutôt l'organisation, en fait. Tu parles de ville, par exemple, ça peut être exactement ça. Ça peut être comment est-ce que mon entreprise peut participer à la vie locale, en fait, et faire en sorte par exemple, s'il y a un self dans l'entreprise, que la restauration en fait soit assurée par des producteurs locaux et bio si possible, des choses comme ça. Donc là, on touche effectivement l'humain en tant que tel, quoi, mais c'est quand même un peu plus large que ça. C'est plutôt structurel, quoi. Ok. Et si on essaie de revenir sur des problématiques corporatistes, on va dire, c'est quoi le ROI, le retour sur investissement de ces démarches-là? Et au final, la question sous-jacente, ce serait aussi, est-ce qu'on peut encore avoir une démarche une réflexion héroïste sur ce genre de principe-là? Ouais, la notion de ROI, elle est assez compliquée parce que ça veut dire à la fois mesurer de manière fiable et transformer ça en équivalent euro, en fait, combien ça coûte. Et je sais pas, par exemple, si on prend le sujet du turnover, c'est un vrai sujet, hein, c'est compliqué. Tout le monde sait que ça coûte finalement à l'entreprise parce que ça fait plus de recrutement, mais il y a aussi un côté moral, quoi. S'il y a une grosse partie de l'équipe qui part, il y a le parti qui reste, il y a un côté moral assez fort. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? C'est compliqué en fait. Enfin, à l'euro près, moi je saurais pas dire exactement. Par contre, ce que je sais dire, c'est que ça a un impact et que ça peut même se transformer en risque pour l'entreprise quand ça a un impact trop fort. Donc là, c'est le sujet juste du turnover, mais pour les autres sujets, c'est un peu pareil. Le côté bilan carbone, il y a un peu de ça aussi. C'est facile de transformer des kilos de CO2 en euros. Et donc, quand on va faire du gain, par exemple, on travaille sur
déplacement domicile-travail, on va être capable de dire combien d'euros finalement de litres d'essence ont été économisés. Mais c'est un peu plus que ça des fois, parce que si on met en place du covoiturage, c'est d'autres leviers aussi, c'est le levier humain, parce qu'il y a des collaborateurs qui viennent ensemble au travail et qui tissent un peu plus de liens. C'est de la fatigue en moins aussi, parce que du coup il y en a qui vont moins conduire si on active des leviers type télétravail ou d'autres. Et comment est-ce qu'on monétise, comment est-ce qu'on chiffre ça en fait? Mais tu vois, tu peux quand même, fatigue, en fait, c'est dur. Tu peux quand même avoir des indicateurs qui te permettent de voir que tu as un retour sur investissement. Tu vois, tu parlais du turnover tout à l'heure. Si tu vois que la durée moyenne d'un contrat de travail chez toi augmente, tu peux te dire que au final, tu as gagné en fait. Enfin, tu vois, tu peux mesurer ton gain sans aller forcément sur une mesure en euros. T'as un moyen de mesurer un gain, quoi. Voilà. Donc effectivement, si on sort de la notion pure de ROI et qu'on se dit, bah là, du coup, on a quand même identifié quelques métriques clés qui nous permettent de comprendre si on est dans le rouge ou pas, ou si en tout cas on est une bonne tendance. Là, clairement, c'est exactement ce que nous on fait. Et c'est comme tu dis, du taux de turnover, ça peut être, on a parlé d'index de parité, ça peut être du scope 1, scope 2, scope 3 sur un bilan carbone. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a envie de suivre en fait et de montrer, sans pour autant réussir à chiffrer à l'euro près un ROI. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça le sujet? Je suis pas sûr. Oui, parce que en fait, c'est une question que j'avais ce matin avec un futur invité d'un futur épisode en cours de préparation. C'est cette démarche qu'on a qui est très orientée sur la croissance. C'est cette mesure qu'on a. On veut toujours faire plus qu'une entreprise grossisse et compagnie. En fait, pour réussir à changer les impacts qu'on a aujourd'hui sur nos écosystèmes, qui sont environnementaux ou sociétaux, il faut aussi changer notre approche des choses, et qu'en fait, vouloir toujours plus, en fait, cette démarche héroïste, au final, elle peut pas tenir sur le long terme, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un changement de référentiel, quoi. C'est que là, quand tu parles de ROI, tu parles d'un référentiel qui est purement financier. Et donc, du coup, décorrélé du côté humain. Quand on voit les scandales type Orpea, par exemple, c'est exactement ça. On est sur des logiques purement financières, en oubliant complètement l'humain qu'il y a derrière. Et là, du coup, on peut se poser la question, est-ce que finalement on était sur le bon référentiel, quoi. Je vois. Top. Merci beaucoup, François, pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question la plus importante et la question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Non, moi je suis plutôt espace. Plutôt espace. Très bien. Il n'y a pas de débat. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Bruno. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Vous le savez, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Je pense que si vous écoutez régulièrement ce podcast, c'est que vous êtes aussi dans la même veine. Merci beaucoup à François pour tous les petits conseils qu'il nous a donnés, les quelques outils que je vous mets bien évidemment en lien dans la description pour les retrouver. C'est toujours agréable de voir que tout ça, au final, c'est un travail très humain, que c'est un impact très humain, et que c'est au final entre humains qu'on arrivera à avancer. Et que même si nous on est développeurs et qu'on travaille avec des machines, c'est pas les machines qui vont nous sortir de là. Le discours technologiste n'est pas forcément la seule option. Je vous remercie toujours bien évidemment aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. J'espère que vous le faites sur un téléphone qui a plus de 2 ans pour essayer de limiter au moins l'impact aussi de ce côté-là. Et je vous retrouve là sur tous les différents réseaux que vous commencez à connaître. Il y a le Discord, il y a Twitter, il y a le Patreon, il y a la boutique, il y a TikTok, il y a Instagram, enfin bref, on est un petit peu partout. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.